Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. À chaque saisie, le montant peut donner le tournis. Encore cette semaine, 1 200 000 € interceptés dans une voiture à Marseille. Un juteux trafic contre lequel devra lutter le futur parquet anti-criminalité organisée qui doit être créé dans les prochaines semaines. Donc, est-ce que vous allez créer un parquet national anti-narcotrafic ? Moi, vous savez, j'y suis favorable depuis le départ. Donc oui. C'est un sujet qui est un sujet de garde des Sceaux, bien sûr. Donc le fait d'avoir un parquet national qui aurait autorité sur les services qui sont en charge de mettre en œuvre ces technologies, nous pensons que c'est une avancée extrêmement importante. Et les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont donc présenté sur un plan anti-drogue aujourd'hui à Marseille, création d'un parquet national spécialisé, sécurisation, brouillage des quartiers d'isolement, assouplissement de l'excuse de minorité. Le gouvernement annonce aussi une amélioration du statut des repentis pour le rendre plus incitatif. Alors parlons vrai, gagner la bataille contre la drogue, est-ce encore possible ou est-ce définitivement perdu? Et à cette question, un statut de repenti est-il une porte de sortie pour ceux qui veulent quitter le narcotrafic? Vous dites non à 52%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Florence Roy, c'est avec nous, avocate pénaliste. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Alors, dans toutes les mesures qui sont envisagées, paradoxalement, il n'y en a qu'une dont je doute forcément de l'efficacité. Je sais que Bruno Retailleau y tient depuis longtemps, c'est la création d'un parquet national spécialisé. Je continue à dire que toutes les autres mesures sont très positives, notamment un statut des repentis, mais qu'il faut arrêter de croire que lorsqu'on est en quelque sorte dépassé par une catégorie délictuelle ou criminelle, le réflexe doit être automatiquement de dégainer un parquet national financier antidrogue. Parce qu'on va dépouiller la justice ordinaire, on aura du mal à trouver un nombre de magistrats pour nourrir ces parquets spécialisés. Et j'ajoute qu'à Marseille, ceux qui ont sonné l'alerte il y a quelques mois, ils sont plutôt partisans, et j'espérais que le ministre de l'Intérieur serait un peu sur cette ligne, sur rendre plus substantiel les fameux GIRS qui à l'heure actuelle existent. René Chiche. Mais là on parle du statut de repenti, on ne parle pas du parquet, etc. On va parler du statut de repenti, ça fait partie de... Oui, d'accord, mais là on va revenir au statut de repenti. Bon, déjà c'est un statut qui existe depuis plusieurs années. Je pense. Tout à fait. Il y a même une loi au début des années 2000 qu'on appelait 2004, les une loi de collaborateurs 2004. de justice, on appelait ça. Oui, alors non, alors je crois que c'était Maître Florence Roy. Oui, alors collaborateur de justice, je crois que c'est c'est autre l'appellation en Italie. Mais en vous avez raison, France, excusez-moi. c'est les Exactement. dispositions du code pénal qui existent depuis 2004. Donc ce statut de repenti existe, c'est-à-dire que quelqu'un qui dénoncerait un réseau bénéficierait de la mi-peine, et celui qui se serait livré à une tentative et qui dénoncerait, il serait carrément exempté de peine. Donc de toute façon, ça existe déjà dans le code pénal. Alors de quelle manière le durcir? Moi j'avais entendu dire l'année dernière, une mesure, je ne sais pas si elle est en cours d'application ou pas, sur des gens qui étaient détenus d'origine étrangère, à qui on accorderait un aménagement de peine ou une réduction de peine s'ils dénonçaient et qu'ils acceptaient de repartir dans leur pays d'origine. Est-ce que ça fait partie de l'arsenal finalement de ce renforcement du statut de repenti? Parce qu'en tout cas, le statut de repenti, il existe déjà et depuis 2004. Donc je ne sais pas quelles sont les mesures qui vont renforcer cela. Sébastien Ménard. Moi, je suis plutôt d'accord pour cette mesure, mais comme on dit dans le milieu, les poucaves finissent jamais bien, c'est-à-dire les balances, celles et ceux qui collaborent. Quand on voit déjà la manière dont se règlent les comptes, je dirais, en dehors... en dehors de cette mesure, je ne prête pas longue vie à celles et ceux qui viendraient collaborer avec l'État français, parce que à moins de les... Oui, mais ça existe peut-être, mais en tout cas, on voit aujourd'hui le niveau d'extrême violence qui outrepasse
je dirais, le carcan même du grand banditisme, honnêtement, je crois moyennement en ça. Moi, je vous pose juste une question. Est-ce qu'on a suffisamment, indépendamment, cette histoire de tribunal, enfin de parquet national, etc. Je ne suis pas suffisamment technicien pour pouvoir m'exprimer là-dessus, mais je pense un peu comme vous, Philippe Bilger, c'est qu'à un moment donné, on essaie de cumuler les dispositifs, mais a-t-on suffisamment de places de prison ? Attendez. Non, mais attendez, moi je vais juste poser une question, c'est le minibus, parce qu'on l'a déjà posé sur cette antenne. C'est bien de vouloir, par des effets de manche, etc., dire on va faire ci, on va faire ça, la France c'est mexicanisé. Enfin, moi je veux juste, a-t-on les moyens aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire, de pourrir nos cités, de gangréner nos gamins? Est-ce qu'on a, en termes de surface foncière, de suffisamment de place pour incarcérer tous ces gens-là? Attendez, d'abord, avant de répondre à cette question, pour qu'on comprenne bien le statut de repenti, parce que qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça, finalement, ces repentis, est-ce qu'ils doivent changer de nom? Est-ce qu'ils retrouvent une vie normale? Parce que ça, c'est important, parce qu'on ne sait pas, nous, c'est quoi l'issue, en fait? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositions actuelles du Code pénal prévoient que qu'est-ce que le statut de repenti? C'est quelqu'un qui irait dénoncer un réseau dans lequel il est lui-même impliqué, et auquel cas il bénéficierait de la moitié de la peine qu'il encourt. Ça se pratique depuis 2004. Moi, je l'ai vu faire et ça fonctionne bien. Bien sûr qu'il y a des précautions qui sont prises, Philippe Bilger le sait, et effectivement pour protéger la personne qui vient à dénoncer le réseau. Ça, c'est une première chose. Sur la question du changement de vie, du témoin anonyme, etc., c'est de plus en plus, ça existe également. C'est encore autre chose, ça existe notamment dans la criminalité organisée, les réseaux de proxénétisme, la traite des êtres humains. Donc il y a des choses qui existent, qui sont... voilà, moi je veux bien entendre qu'il va y avoir des mesures de renforcement, et ça j'en suis ravie, mais il faut savoir quelles seront-elles, parce qu'il y a quand même déjà, et c'est comme à chaque fois il y a un effet d'annonce, mais la réalité c'est que les choses existent en partie. Donc peut-être qu'il faut un peu plus les mettre en pratique, et peut-être les renforcer, peut-être être plus attrayant dans la proposition, mais en tout cas, le statut de repenti a déjà fait ses preuves. Moi, j'ai eu des cas en mémoire où ça a fonctionné sans qu'il y ait eu de mesures de rétorsion ou de risque encouru. Oui, alors, je suis d'accord avec vous, maître, mais en même temps, il y a eu très très peu de repentis en France depuis 20 ans. Il y en a à peu près une quarantaine en France. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas qui sont. Si, ça on le sait. Non, mais par définition. Non, mais par définition. Mais par définition. Ah non, mais moi je peux vous assurer qu'en matière de stupéfiants. Bien sûr qu'on ne donne pas les noms, etc. Mais il y a eu exactement 40 repentis en France. Même pas que je raconte. Il y a eu 20 repentis en France. Mais ils sont où vos chiffres? C'est des chiffres de quoi? Attendez, c'est un chiffre mais bien sûr, qui était dans mais je vous promets, dans un rapport, etc. Il y a 20 repentis en France. Dans le Bilto? Non, mais franchement, c'est écoutez, franchement, c'est vrai. Je me suis un petit peu renseigné. Il y a eu 20 repentis depuis 20 ans. C'est ça qui est incroyable en France. Par an. Mais vous imaginez le nombre de gens impliqués dans des trafics de stupéfiants, c'est énorme. Donc vous ne pouvez pas avoir un chiffre, c'est impossible. Où vous avez vu, il y a eu à peu près 1000 repentis. Sur la mafia. Voilà, sur la mafia. Donc ça montre d'ailleurs que ça peut être efficace. Puisqu'il paraît-il, en plus, il y a moins de crimes qu'en Corse maintenant, Cécile. Ne m'engueulez pas. Pardon, il y a moins de crimes. J'ai juste... Non, mais moi je vous repose la question. C'est vrai, il a raison, qu'est-ce qu'on va en faire? À un moment donné... Remarquez, ils sont déjà en prison. National, nouvelles facilités pour les repentis, etc. Tout ça, pas de problème. Je vous dis, je ne suis pas suffisamment technicien, je suis petit élu, je vais parler comme un bon père de famille. Mais quid de... On a des établissements pénitentiaires qui sont surpeuplés. On sait très bien que le crime organisé gangrène nos prisons, qu'il y a des ordres qui sont donnés pour maintenir des réseaux en vie, pour probablement exécuter des gens depuis les maisons d'arrêt, depuis les centres de détention. Alors là, il y a des mesures aussi, visiblement. Écoutez, moi, j'ai une conception de la politique pénale très particulière. Je parle sous le contrôle aussi de Philippe Bilger. C'est que je considère qu'il y a des gens qui sont en prison qui n'ont pas leur place en prison. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison et qui méritent un traitement dans des hôpitaux psychiatriques plutôt que d'être dans la case prison. Ils pourraient être le cas échéant dans la case prison, mais ils ont d'abord besoin d'être traités. Et c'est vrai que ça pose toute la question de la psychiatrie. On l'a vu d'ailleurs dans des faits divers retentissants ces derniers mois, où finalement on se disait
les gens qui avaient des problèmes psychiatriques n'avaient pas été pris en charge. Ils avaient été largués dans la nature à l'issue d'une peine de prison. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils récidivent. Donc ça prouve bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça extrêmement liées. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a des infractions qui mériteraient d'être des peines alternatives. Elles existent, ces peines alternatives, mais encore plus de peines alternatives, c'est-à-dire qui finalement touchaient au portefeuille, des aménagements de peine X, Y, Z, qui permettraient d'alléger, si vous voulez, les prisons, parce que ces gens n'ont fondamentalement pas grand-chose à y faire. Et en revanche, laisser en détention des gens qui ont commis des infractions très graves. Et qui sont dangereux. Et qui sont dangereux pour la société. Quelle est la fonction de la peine ? Sanctionner, protéger la société, prévoir la réinsertion. C'est ça la fonction de la peine. Donc ça, vous savez, si on permet à des gens qui ont participé à des réseaux importants de dénoncer et d'obtenir mi-peine, eh ben ces gens-là ils sortent de la case-prison. Donc forcément vous allégez la détention. Merci beaucoup Florence Rouas d'avoir été avec nous, avocat pénaliste. C'était passionnant. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces bonnes interventions, par celle de Philippe Bilger, de René Chiche et de Sébastien Ménard, bien entendu. On n'est pas d'accord avec vous, forcément. Oui, je suis de mauvaise foi. Et alors, ça dérange quelqu'un ? C'est pas grave. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Philippe David, merci à notre équipe formidable. Passez un très bon week-end. On se retrouve mercredi matin, mercredi soir. Vous serez avec Jean-Marie Bordry lundi et mardi. Tout de suite le rugby. Salut Alexandre Priam. Salut Alexandre. Bonjour les Vavois, bienvenue dans le temple de la mauvaise foi, Sud Radio Rugby. Enfin des amis. Je confirme que dans certains cas, c'est loin d'être faux. Alors quel est le menu du soir, Alex ? Vous reprendrez bien un petit peu de mauvaise foi avec déjà une équipe au complet ce soir avec Clément Combe, avec Quentin Cavani, Enzo Jacquet, Philippe Spanghero dans quelques instants, avec un très beau programme de Pro D2 où il y en a Grenoble, Aix-en-Provence, Aurillac, Soyons-Angoulême, Agen, Béziers, Dax, Montauban, Nice, Nevers, Valence-Roman et on terminera par Brive, Colomiers. Demain, on vous le rappelle, sur Sud Radio dès 20h, samedi dès 20h, France-Japon, l'avant-match exceptionnel du côté du Stade de France et puis dans quelques minutes, notre invité Robert Ménard pour revenir sur la vente du club de Béziers. Beaucoup de choses à évoquer avec le maire de la ville biterroise. On sera là comme tous les vendredis. Passez une belle émission, bon week-end et on se retrouve mercredi soir. Allez, salut.